Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Vivre Ensemble. Mon nom est Jean-Marie Vianney, je vous souhaite la bienvenue et j'ai le plaisir d'accueillir pour cette émission donc Madame Olive Kamayana, donc présidente de Leaderpol. Bienvenue ma chère, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Alors donc on veut parler de votre leadership comme femme, votre organisation, la période de confinement, le déconfinement, mais surtout on terminerait l'émission avec la notion du vivre ensemble, parce que l'émission s'appelle Vivre ensemble. En bout de ligne, il faudrait qu'on trouve une solution, comme humain, de partager les mêmes valeurs. Ouais. Avec plaisir. Alors, Leaderpol, vous êtes la présidente. Absolument, je suis présidente de Leaderpol, leadership politique pour les personnes d'ascendance africaine. Oui. Et un organisme qui existe depuis 1 an et qui est un organisme national au niveau canadien. Et nous travaillons beaucoup pour nous assurer que les communautés noires, les membres des communautés noires soient représentés au niveau politique, mais aussi au niveau des politiques publiques, qu'on soit vraiment impliqués pour nous assurer qu'on fait partie de ceux qui façonnent les politiques publiques et la politique canadienne. Voilà, donc parce qu'il y a trois types d'intégration, comme disait ma mère, l'intégration sociale, économique, l'intégration politique, qui est la dernière intégration où on s'engage, on comprend un peu les rouages et tout, et on l'explique aux autres. Comment est-ce que votre communauté et puis votre organisme, vous avez vécu cette période de pandémie, plus de 3 mois comme ça, où tout s'arrête, on ne voyage pas, on reste à la maison, on travaille à partir de la maison, on est encabané avec la famille. Comment vous avez personnellement vécu ces moments-là? J'ai trouvé ça quand même assez difficile, personnellement. Tout d'un coup, un changement qui arrive et continuer de travailler, mais de travailler de la maison. Évidemment, moi, je travaille dans la fonction publique fédérale. On avait cette chance-là quand même d'avoir cette possibilité d'avoir les outils de travail à la maison. Mais rester à la maison, c'est-à-dire partir du bureau, du salon et aller dans la cuisine le soir, et c'est pas évident. Donc, ne pas sortir, j'ai trouvé ça très difficile, surtout ne pas faire de sport dans notre gym. C'est pas le même habitacle. C'est pas la même chose. Personnellement, j'ai trouvé ça difficile. Oui. Et puis l'ajustement au niveau du travail aussi, j'imagine. Hein? Oui. C'est quelque chose. C'est-à-dire qu'on a appris à faire des réunions en ligne. Oui. Et ça, c'était fantastique. Les premières semaines, on ne savait même pas exactement où peser, quel logiciel utiliser, puis se parler, échanger en ligne plutôt qu'aller sur le bureau de l'autre pour lui poser une question. C'était absolument difficile. Et là, la communauté, le groupe que vous représentez, comment est-ce que vous avez trouvé les moyens pour continuer quand même? Parce qu'il a fallu que nous soyons tous et toutes ingénieuses pour trouver les nouvelles façons de continuer à faire rouler la machine. Exactement. Notre groupe et l'avantage que nous avons eu dans notre créativité, on a trouvé une façon d'échanger avec les médias sociaux, surtout à travers WhatsApp. Oui. Et aussi, on a, comme tous les organismes communautaires, toutes les associations, on a réussi à continuer à faire nos réunions du conseil d'administration à travers Zoom, à travers toutes sortes d'applications, Google Meet, Google Hangout. Oui. Mais on a quand même réussi. Au début, c'était pas évident, mais on a réussi à tenir presque toutes nos réunions du conseil d'administration. Et au niveau des échanges, on a continué à écrire beaucoup parce qu'on écrit beaucoup. Vous êtes très prolifique, beaucoup de communiqués à chaque fois. Oui, beaucoup de communiqués par rapport à la COVID. On a écrit aux premiers ministres provinciaux de tout le Canada. On a écrit au premier ministre Trudeau au niveau canadien pour intervenir sur plusieurs aspects, peut-être auxquels on peut revenir plus tard, mais on était quand même très, très, très dynamique. Leaderpol a été très, très dynamique. Donc, ce moment vous a permis, comme organisme aussi, de
de rentrer dans le mandat, en fait, et la vision, la mission que l'organisme devait mettre sur pied. Absolument. On a tellement travaillé fort sur justement tout ce qui touche les politiques et aussi on a écrit beaucoup dans les médias. Par exemple, on a écrit sur les médecins et les professionnels de la santé qui sont issus des communautés immigrantes et qui sont ici, qui n'ont pas encore la permission de travailler, les permis de travail. On a envoyé ces recommandations-là au premier ministre des provinces et on a eu une bonne réaction de ces premiers ministres-là. On a écrit aussi au niveau des préposés aux bénéficiaires, par exemple, au niveau de l'équité salariale et au niveau du type de travail que ces personnes-là font, qui est un travail très risqué. Alors, tout ça touche les politiques publiques, des ajustements à faire au niveau des politiques publiques. Et encore une fois, on a été entendus. On n'était pas les seuls, on était plusieurs, mais on a été entendus pour faire des ajustements, pour s'assurer que ces personnes, dont la majorité sont des personnes issues de communautés noires, puissent arriver à avoir quand même des conditions de travail équitables et facilement, comme tous les travailleurs de leur catégorie. Bénéficier des conditions et les normes du travail comme tout le monde et puis être capable en plus qu'ils étaient des personnes de première garde, comme on dit frontline, donc qui rencontraient les malades et qui allaient à l'hôpital et tout, donc il fallait les protéger également. Exactement. Pour protéger la population parce qu'en fait, c'est les hommes et les femmes qui ont des familles aussi. Absolument, et ça, c'était un point vraiment important. Et l'autre point qu'on a abordé pendant la COVID, on a écrit encore une fois au premier ministre des provinces et au premier ministre du Canada au niveau de la sensibilisation. Vous savez, les conférences de presse et journaliers qui avaient lieu, on disait, vous savez, vous parlez en anglais, en français, c'est très bien, mais il faut vous rappeler qu'il y a des gens dans les communautés qui ne regardent pas nécessairement les médias traditionnels et qui ne parlent pas nécessairement encore ces deux langues-là. Et il suffit d'une personne qui n'a pas compris le message pour encore une fois recommencer la machine. On leur a suggéré de passer à travers les organismes qui existent dans les communautés et de s'assurer que l'information passe à travers. Donc, on a quand même été très, 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 très dynamique. Et là, maintenant, le confinement, on est dans la période progressive de déconfinement et comment est-ce que vous entrevoyez donc ces moments? Est-ce que vous avez l'impression, certaines de mes invités me disent peut-être notre ancienne vie ne serait plus comme la vie post-Covid, donc vous entrevoyez ça comment? Est-ce que la vie serait la distanciation déjà? Sur le plateau, on voit la distanciation, mais les mesures barrières, est-ce que elles sont faites pour rester ou vous pensez qu'après Covid, on pourrait avoir notre vie comme avant? Je crois qu'il y aura, comme tout le monde dit, l'avant-Covid et l'après-Covid. Parce que je ne pense pas qu'on va vraiment... On aura appris beaucoup de choses, évidemment, mais en termes de comportement social, c'est sûr qu'il y aura des changements. Et surtout pour nos communautés d'ascendance africaine au Canada, vous savez qu'on a aussi quand même ces problématiques-là qui sont reliées à la santé mentale. C'est vrai. On est quand même assez... on a des zones assez comment je dirais, fragiles. Alors, je nous pense, dans ce temps de déconfinement, encore fragile. Donc, c'est là où on dit nos ressources communautaires, nos organismes communautaires, il ne faut pas qu'on oublie cet aspect-là et il faut qu'on parle à nos autorités pour les rappeler qu'il y a quand même une zone qu'il faut aller voir. Il ne faut pas prendre tout le monde dans le même bateau. Il faut aller voir les fragilités, les zones de fragilité, surtout pour les communautés noires d'ascendance africaine. Selon les statistiques et les rapports, les articles de journaux, les communautés d'ascendance africaine, les communautés noires, et les communautés des Premières Nations ont été... on a soulevé, on a reconnu qu'il y avait des défis et des enjeux et c'est important de le rappeler, de le souligner vraiment. Exactement. Par exemple, les retours à l'école, ça s'est fait au Québec. C'était très important que les parents qui retournent leurs enfants à l'école aient l'information. C'est pas tout le monde qui est retourné à l'école. Mais si on sait que déjà, il y a au niveau du travail, il y a nos membres, les membres des communautés noires, n'ont pas tous cet avantage-là d'avoir un employeur qui leur permette de leur donner une chance de rester à la maison de façon
dans une longue période. Oui. Donc, les gens ont sûrement dû retourner les enfants à l'école de façon dans les premiers qui ont accepté de le faire. Alors, il fallait avoir un soutien pour que les gens prennent des décisions informées. Et ce n'était pas si facile que ça pour les familles qui avaient des jeunes enfants. Donc, c'était pas évident et ça continue. Est-ce que vous avez l'impression que les leaders, ceux qui nous représentent au niveau politique ont l'oreille à l'écoute? Est-ce que ils apportent des ajustements en fonction de tout ce qui leur est demandé par rapport à... Je pense qu'il y a encore du travail à faire. C'est-à-dire que le message est toujours général. Le message est toujours général. Je pense que les dirigeants, que ce soit à tous les niveaux, municipal, provincial, fédéral, il va falloir vraiment que le message puisse arriver de façon spécifique dans des zones, encore une fois, que j'appelle les zones fragiles, c'est-à-dire dans les populations qui ont des besoins spéciaux. Et ça, je pense qu'au cours de la période de la COVID, ça n'a pas été souligné beaucoup. Je sais que tout le monde faisait un effort. Je ne suis pas en train de blâmer, je suis plutôt en train de dire qu'on doit apprendre de ça. Et la prochaine fois, il faut vraiment utiliser les organismes du milieu parce que les populations ont des différents besoins, les régions ont différents besoins, les communautés ont différents besoins. Il faut s'assurer vraiment qu'on touche aux besoins spécifiques de chacun et de chaque communauté pour s'assurer que comme ensemble, comme province, comme pays, qu'on y arrive tous en même temps. Et puis, c'est vrai qu'il faudrait qu'on pense toujours à y arriver ensemble et qu'on pense à les moins fortunés, les membres de nos communautés, parce que c'est en fait... ces membres de nos communautés sont là et on doit prendre garde à ce qu'on leur protège, on leur apporte le soutien et l'accompagnement nécessaire. Juste avant d'aller à notre pause, Covid, c'est arrivé, il y a des soulèvements au niveau des communautés noires aux États-Unis ici. On a eu des décès, des gens, des manifestations autour de la police. C'est quand même un temps particulier pour une maladie qui nous bloque. On est resté sans voyager. Et puis ces événements-là où tout le monde se lève contre le racisme anti-noir et toute la mobilisation. Est-ce que nous sommes en train de... Est-ce que c'est un monde qu'on avait envisagé en 2020? Je vais vous dire la vérité, je suis d'accord avec vous. En 2020, je ne crois pas qu'on avait envisagé cela. Tout le monde changeait la décennie, commençait une autre décennie et on se disait « Oula, ça va très bien ». On ne savait pas que tout ça allait arriver, la COVID, ce qui s'est passé aux États-Unis. Et tout ça combiné, ça nous a fait remarquer comment... comme être humain et comme communauté mondiale, nous sommes fragiles. Et que aujourd'hui, la société civile et avec les médias sociaux, le problème n'est plus individuel. Le problème, et quand je dis individuel, ça veut dire au niveau pays là, ou au niveau région. Ça ne se passe plus. On ne peut plus être indifférent à ce qui se passe ailleurs et surtout quand ça touche les vulnérables. Et c'est ça que moi j'ai compris. On est une seule communauté. On est une communauté mondiale et quand on touche à une personne fragile, à une communauté fragile, on n'a plus d'indifférence, peu importe la couleur, peu importe les origines, on est tous une communauté mondiale maintenant. On est tous une communauté mondiale. Si vous permettez, Madame Olive Kamayana, présidente de Leaderpool, nous allons prendre une courte pause et on vous revient juste après. Merci. Ne quittez pas. Ici Jean-Marie Vianney. À notre prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Innocent Baguidi du magazine Le Rencard. Il nous parlera de son expérience et des implications du Vivre Ensemble. C'est une invitation à ne pas manquer. Soyez des nôtres, on vous y attend. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord.
et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Alors, de retour avec Madame Olive Kamaniana de Leaderpole, présidente de Leaderpole. Nous continuons maintenant sur la notion du vivre ensemble. Alors, on voudrait savoir avec vous, l'émission s'appelle Vivre ensemble, on voudrait savoir est-ce que vous aurez des suggestions ou des modèles du vivre ensemble en vous basant sur votre profession, votre rôle au sein de la communauté et votre implication et des choses que vous avez vues et que vous pouvez peut-être partager avec ceux qui sont en train de regarder cette émission. D'abord, je vais vous féliciter pour le titre de l'émission. C'est vraiment fantastique d'avoir pensé à médiatiser cet élément qui est l'élément clé au niveau canadien. Je vais vous dire sincèrement, on est chanceux d'être dans ce pays où le vivre ensemble est quand même, si on se compare, comme on dit, on se console, je pense que ça va bien chez nous. Ouais. Je dirais peut-être pas très bien chez nous, mais ça va vraiment assez bien chez nous. Et le vivre ensemble veut dire que la différence ne devrait pas être un problème. La différence devrait être un avantage. Oui. Et c'est ce que nous discutons beaucoup dans nos forums, parce qu'on a des forums, je pense que vous faites partie à votre aussi. Forum et puis je vois oui, c'est comment est-ce qu'on peut, comme Canadiens, tous ensemble, s'assurer que nous travaillons vers la même chose. En fait, construire ce pays pour que ça soit un pays de rêve, que nous rêvons en fait, mais qui est tout à fait une réalité. Le vivre ensemble, pour moi, c'est avoir les mêmes possibilités d'accéder à la même chose. Oui. C'est-à-dire s'assurer que nos institutions qui nous protègent déjà, écoutez, là, je pense qu'avoir la Charte des droits et libertés, là, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui va être meilleur que ça. Oui. Mais comment est-ce qu'on peut s'assurer que ce guide, qui est un guide, je dirais, suprême pour notre pays, puisse descendre jusqu'à chaque individu, puisse descendre dans nos communautés. C'est-à-dire s'assurer qu'on accède à l'emploi de la même façon, s'assurer qu'on accède aux soins de santé de la même façon, qu'on puisse s'assurer qu'on puisse accéder au logement tous de la même façon en fonction de nos besoins, sans tenir compte de nos origines, dans le sens où tout le monde a droit à la même chose. On n'est pas rendu là encore. Au niveau de l'emploi, on le sait, au niveau des logements, au niveau de la justice. Qu'est-ce qui, selon vous, je suis d'accord avec vous qu'on est dans l'un des meilleurs pays, un pays monde en fait que le Canada, qui a presque toutes les communautés, il y a le multiculturalisme, il y a toutes les religions qui sont représentées et nous sommes comme un terreau même du vivre ensemble. Et qu'est-ce qui serait en train de peut-être de nous passer à côté pour nous amener dans cet objectif commun? Moi, je parle au nom de Leaderpole, évidemment. Je dis qu'il y a beaucoup à faire pour les ajustements des politiques. Et quand je dis des politiques, c'est vraiment des politiques publiques. On a de très belles intentions. Si, par exemple, je parle de l'équité en matière d'emploi, par exemple, parce qu'il y en a d'autres, là, l'intention est extrêmement belle, mais l'application est extrêmement difficile. Par exemple, on n'arrive pas... je sais qu'on a fixé tout ce qui s'appelle quota, tout ce qui s'appelle les possibilités, mais le rendement n'est pas là. Par exemple, il va falloir que ça vienne réellement, que ça vienne sur le terrain. Ça, c'est dans toutes les organisations, que ce soit au niveau fédéral, provincial, au niveau municipal, au niveau des entreprises privées. Cette loi d'équité en matière d'emploi qui change probablement de nomination, dépendamment de ce qu'on est, elle est belle, mais elle n'est pas appliquée à sa juste valeur. Donc, ça, c'est un bel exemple. Les politiques de quotas, les politiques de diversité doivent être ajusté avec la politique d'inclusion qui donne le pouvoir aux gens qui sont inclus de décider.
Exactement. Par exemple, autre chose, par exemple, les politiques en matière de logement. Je vais revenir au logement. Ah oui, on veut que tout le monde ait un logement. Ça, je vais dire, ça devrait être il n'y a une personne base. qui est contre cela. Ouais. Mais comment est-ce qu'on l'applique? Comment est-ce qu'on s'assure que toutes les personnes qui sont fragiles, encore fragilisées, et qui sont beaucoup, il y en a beaucoup dans les communautés noires, comment est-ce qu'on s'assure que ces personnes-là sont prises en compte? Au niveau de la justice, revenons à ça, où on a déjà des problématiques de la sécurité publique. On sait que tout le monde a droit aux mêmes avantages, aux mêmes privilèges, on a tous droit à la justice juste. Mais comment ça se fait qu'il y a encore le profilage racial? Comment ça se fait encore qu'on a des problèmes avec la police? Comment ça se fait encore qu'il y a des biais en matière de justice alors que nos lois sont claires? Alors, c'est là où on dit que les politiques doivent s'ajuster pour s'assurer qu'il y ait des juges issus des communautés noires au niveau de la magistrature, qu'il y ait des chefs de police issus des communautés noires, qu'il y ait des policiers issus des communautés noires et que, surtout, les règles qui guident tout ce qui est sécurité publique soient ajustées pour s'assurer que ça n'arrive plus, tout simplement. Et puis, il y a l'aspect de la cohabitation et cette... la solidarité entre les communautés. Oui, la solidarité entre les communautés et moi, c'est ça qu'on discute souvent dans nos forums. Et la première chose que j'ai posée, le dernier mois de l'Histoire des Noirs, la première question que j'ai posée à nos collègues quand on faisait une animation, j'ai dit, connaissez-vous votre conseiller de quartier? Et je ne vais pas vous dire le nombre de gens qui m'ont dit oui, pour ne pas dire qui m'ont dit non. Mais là, j'ai parlé du conseiller de quartier parce que c'est l'organisme, c'est l'organe qui est plus proche de nous. Mais allons dans nos quartiers aussi. Connaissez-vous votre association de quartier? L'association qui travaille pour l'appartenance dans votre milieu. Nous sommes combien? Et là, moi, j'appelle ça la responsabilisation de nous-mêmes aussi, les membres des communautés noires. Est-ce que vous connaissez votre voisin? Est-ce qu'au lieu d'aller dire bonjour à notre voisin, on va plutôt prendre le téléphone, ce qui est bon aussi, et appeler notre ami qui est du même origine, du pays d'origine que moi, qui vit dans l'autre quartier. Donc, il y a un effort aussi de notre côté, les communautés noires, à faire, et il y a aussi un effort dans le voisinage à faire. Donc, c'est les deux en même temps. Moi, je suis présidente aussi d'une association de quartier dans mon quartier, et c'est moi qui l'ai fondée, et c'est pour tout le monde. Quand je suis passée à Radio-Canada, ils m'ont demandé d'où est venue l'idée. J'ai dit, il n'y avait pas d'association de quartier. Je l'ai créée. Je n'ai même pas pensé à autre chose qu'avoir à renforcer l'appartenance à nos quartiers, dans nos milieux de vie. Dans le vivre ensemble, si je comprends bien, commence aussi de ma famille, de mon voisin, ma voisine, de mon quartier, de les petites associations, l'implication, de sortir de sa zone de confort, d'aller vers l'autre et d'échanger. Partager le repas. Moi, je suis d'origine rwandaise. Si j'ai une recette rwandaise, que j'ai mon voisin qui a une recette gaspésienne, est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse les échanger? Est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse s'inviter? Au Québec, il y a ce qu'on appelle la fête des voisins, je ne sais pas dans les autres provinces. Est-ce qu'on connaît que ces fêtes-là existent? Est-ce qu'on y va? C'est des choses à faire. Il faut se découvrir, il faut se connaître, il faut s'offrir la chance de profiter de nos différences et qui nous unit en fait. Et c'est ça que nous favorisons et dans mon association de quartier, ARC-UCH, mais aussi dans l'IDERPOL en termes des communautés noires. Et avant de terminer l'émission, je pense que vous avez une foi à la jeunesse, au transfert de connaissances, à l'héritage que nous avons eu de ceux avant nous et que nous devons passer à ceux après nous. Donc, ces jeunes-là qui sont en train de nous regarder, qui voudraient être inspirés, qui cherchent des modèles, qui ont envie d'avoir une identité, j'aimerais qu'on termine l'émission en pensant à eux. Qu'est-ce que vous voulez leur passer comme message au niveau du vivre ensemble? Moi, je dis d'abord à ces jeunes-là, j'interpelle d'abord nos dirigeants à se rappeler que ces jeunes-là ont besoin de symboles. Si on n'a pas des gens qui leur ressemblent au Parlement, si on n'a pas des gens qui leur ressemblent au conseil municipal et à la tête des sociétés d'État, ces jeunes-là n'auront pas de référence. Et l'autre message, c'est par rapport à nous-mêmes, nous qui sommes arrivés avant ces jeunes-là, justement, qui avons mis au monde ces jeunes-là. C'est de nous rappeler que nous avons une responsabilité aussi de prendre notre place. Et par la suite, c'est de dire aux jeunes, vous savez, vous êtes à l'école, ensemble, vous êtes diversifiés, restez là. Faites juste rester là. Vous rappelez que
La personne avec qui vous partagez le pupitre à l'école, c'est la personne avec laquelle vous allez construire la société. Exactement. Ouais. Le reste, c'est peut-être pas important. Nous, on va travailler fort, nous qui sommes arrivés avant vous, pour vous donner un meilleur pays, un meilleur milieu de vie. Ouais. Et la jeunesse aujourd'hui, celle que vous fréquentez, que vous voyez, est-ce que vous la voyez prête à prendre la relève ou beaucoup plus exigeante ou moins exigeante sur certains aspects que nous, peut-être, quand on était jeunes? Oui, je trouve que les jeunes sont très impliqués. Moi, j'ai 3 enfants. Personnellement, les 3 sont extrêmement impliqués. Je voyais le plus jeune de 23 ans qui, pendant qu'il y avait la problématique de la mort de George Floyd, il a mobilisé ses amis et ils ont donné l'argent à Black Lives Matter. Je ne sais pas c'est quoi en français. La vie des Noirs est importante. Ils ont mobilisé. Il m'a dit qu'ils ont ramassé 1 400 $ avec ses amis personnels, des amis qui sont noirs, blancs, arabes, d'origine, je voulais dire, des parents, dont les parents sont de toutes les origines. Je vois ma deuxième fille qui vient de terminer un mandat de président du Jeune Barreau de Montréal. Bravo. Ma première il y a une entreprise personnelle. Ça, c'est au niveau familial, mais je connais d'autres jeunes qui sont des professionnels et qui sont des chefs à la tête des associations au niveau des communautés noires, au niveau des communautés musulmanes. Moi, je nous dis, c'est le travail nous appartient à nous de continuer à leur montrer que ça compte et que la société, c'est à eux et que c'est possible. Et je pense que c'est dans ça que leur réalisation et la transformation de notre société va tendre de plus en plus vers la notion de vivre ensemble. Tout à fait. Et le vivre ensemble, c'est pas un idéal, mais c'est vraiment une réalité. Et on le fait, mais c'est question juste de l'améliorer pour s'assurer que les mauvaises choses qui arrivent n'arrivent plus. C'est ça. Et que ces choses-là, une fois qu'elles sont arrivées, au lieu que nous regardons, détournons le regard, mais qu'on les regardons en face et nous essayons d'apporter des véritables solutions et des solutions concrètes. Oui, le bel exemple, c'est la manifestation qu'on a eue à travers les manifestations qu'on a eues à travers le pays, mais moi, je suis allée à celui d'Ottawa. Et je nous regardais, c'était pas juste une manifestation faite par des personnes des communautés noires. On était vraiment très peu, évidemment, question de statistiques, mais c'était tout le monde. C'était tout le monde de toutes les origines, blancs, noirs, caucasiens, on peut les appeler comme on veut. On était tous ensemble, jeunes, vieux, favorisés, défavorisés. Ça n'avait plus d'importance. On luttait pour la même chose, on réclamait la même chose. On dénonçait la même chose. Ça, c'est un bel exemple. Je nous félicite comme société et je ne pense pas qu'on va reculer. On va tout simplement continuer. Oui, et puis je pense que pour le temps qui nous reste, je pense que c'est vraiment ça, la notion de vivre ensemble. C'est ça, ce partage-là, cette volonté d'échanger et de se retrouver autour de la table. Petit dernier mot, peut-être en 30 secondes. En 30 secondes, je nous dis que c'est possible. Ce pays nous appartient, on va le construire tous ensemble. Merci. Et en tout cas, merci infiniment, Madame Olive Kamanyana, présidente de Leaderpool, de nous avoir visités. Et puis, continuons à étendre, à partager le message de vivre ensemble. Et au nom de toute l'équipe de l'émission, on vous remercie de nous avoir partagé votre expérience, votre expertise, votre réalité. Et puis, on souhaite bonne chance dans vos activités. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, je vous remercie énormément. Merci. Alors, à tous ceux qui ont été, j'espère que vous avez aimé. Nous, on se retrouve dans la prochaine émission du Vivre ensemble. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Jeudi, nous discuterons avec l'animateur André Saint-Jacques d'Unique FM et de son émission Cinémascope. Par la suite, Amélie Gagnon du Collège La Cité nous donnera un aperçu des programmes d'intégration scolaire en temps de pandémie.
Finalement, Roxane Bélanger de Premier Mot nous expliquera pourquoi la routine pour les enfants est importante. Tout ça et bien plus à Entre nous. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. À l'émission cette semaine, je rencontre Marie-Christine Bédard qui nous parle de randonnée et en cuisine, comment réussir des merveilles avec pas grand-chose. Ma vie, mon assiette, lundi, 21h sur TV Rogers. Cette semaine à l'émission, on commence une cocotte d'œuf avec des chorizo et puis des pois chiches. On continue avec le pain perdu. Je vous finis ça avec une céréale Bolche muesli. Passion cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.